Votre assurance sur lifeemprunteur.com. Il y a les matins où l'on n'a pas le choix, où l'on ne veut pas. Que vos matins se passent bien ou moins bien, Nutri-Grain garantit le petit déjeuner, au moins. Nutri-Grain de Kellogg's à toaster. De délicieux chaussons aux céréales complètes et fourrés au chocolat. Nutri-Grain de Kellogg's, parfait pour les matins qui le sont moins. Nouveau, découvrez un délicieux biscuit aux céréales et son fourrage saveur choco-noisette. Crunchy Duo de Nutri-Grain, un autre vrai petit déjeuner Kellogg's. Je m'appelle Llewellyn Clark et je fais une bonne sauce au piment. Les gens adorent ma sauce sur l'île. Mais je veux que le monde entier la goûte. C'est mon rêve. Je sais que quand les gens vont la goûter, ils vont adorer. Ça va aller? Parce que, je veux dire, c'est plutôt raide comme pente. Je peux peut-être vous aider? Oui. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. L'Opel Mokka avec système de contrôle en descente. Le meilleur de la qualité allemande. C'est une allemande. Élu 4x4 de l'année 2013 et 2014 en Allemagne. L'Opel Mokka est à partir de 275 € par mois, sans apport, sans condition. Bonsoir à tous. Hollande et Poutine se sont vus aujourd'hui à Moscou et ont entamé une désescalade après des mois de tension. On va y revenir dans le journal. Ensuite, ce sera le débat Raquel Garrido, Marie-Laure Harel. Faut-il se moquer de François Hollande sur ce coup-là? Et puis, faut-il livrer le bateau militaire construit à Saint-Nazaire à la marine russe? Voici Lucie Nutin pour le journal Lucie. François Hollande est le premier. Le premier chef d'État occidental à se rendre à Moscou depuis le début de la crise ukrainienne. À sa demande, il a rencontré Vladimir Poutine. Sur fond de nouvelles négociations de paix, le président veut se montrer en tant que médiateur. Annabelle Rouleau. Prise annoncée à la dernière minute, même si elle était préparée depuis plusieurs jours. Le récent discours très offensif. Pourquoi François Hollande a-t-il pris l'initiative de cette rencontre avec Vladimir Poutine? Réponse de Jérémy Brossard, on l'écoute dans un instant. Mais d'abord, je vous propose de regarder ce reportage. Donc, François Hollande, premier chef d'État occidental à se rendre à Moscou pour apparaître en tant que médiateur sur la crise ukrainienne. Une poignée de main pour relancer le dialogue. De retour du Kazakhstan voisin, François Hollande a décidé vendredi soir de s'arrêter à Moscou. Pour l'accueillir, Vladimir Poutine a bousculé son emploi du temps. Objectif de cette rencontre est clair, mettre fin au statu quo en Ukraine. Nous devons éviter qu'il y ait d'autres murs qui viennent finalement séparer. À un moment, il faut aussi être capable de dépasser les obstacles et de trouver des solutions. François Hollande a rappelé à Vladimir Poutine ses engagements pris début septembre. Cessez-le-feu, échange de prisonniers ou encore respect des frontières ukrainiennes. Mais cette fois-ci, il attend des résultats concrets. Une exigence de paix partagée par Vladimir Poutine. La Russie est favorable à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, comme vous le savez. De mon point de vue, la situation actuelle autorise l'espoir. Et je pense, ou du moins j'espère, que ça arrivera dans un futur proche. Officiellement, il n'a pas été question du Mistral. Mais à l'issue de la rencontre, Vladimir Poutine a déclaré qu'il demanderait un remboursement si les bateaux n'étaient pas livrés. La guerre en Syrie et le nucléaire iranien ont également été abordés, mais sont restés confidentiels. C'est François Hollande qui a pris l'initiative de cette rencontre avec Vladimir Poutine. Pourquoi? Écoutez les précisions de Jérémy Brossard, envoyé spécial de BFM TV.
Une rencontre surprise annoncée à la dernière minute, même si elle était préparée depuis plusieurs jours. Le récent discours très offensif du président russe devant la nation a convaincu François Hollande qu'il fallait venir ici à Moscou pour parler directement avec Vladimir Poutine. Une occasion qu'il fallait saisir, confie le président français. La décision a été prise vendredi soir à Astana depuis le Kazakhstan. La chancelière allemande Angela Merkel a été avertie. Escale diplomatique de 2 heures ici dans une ambiance extrêmement spéciale. 2 heures d'entretien et un message qu'on retient délivré par François Hollande. Le rôle de la France, eh bien, c'est de trouver des solutions lorsqu'il y a une crise. François Hollande qui n'a pas donné plus de détails sur la teneur des entretiens avec son homologue russe. Désormais, le président français regagne Paris. Il doit rendre compte de ses entretiens avec Vladimir Poutine au téléphone désormais avec le président ukrainien Petro Porochenko. Cette rencontre a eu lieu en marge de la visite officielle que François Hollande a effectuée au Kazakhstan, où il s'est fait offrir une chapka et un manteau traditionnel kazakh qui donne cette photo et qui donnera le débat qui suivra. Et cette photo, cette fameuse photo diffusée par le service de presse kazakh, fait le buzz sur les réseaux sociaux aux grandes dames de l'Élysée. Céline Bruel. Tout est bon pour dénigrer François Hollande. À peine diffusée sur le compte Instagram du service de presse présidentiel kazakh, cette photo a fait le tour du web. Avec une rafale de tweets critiques, ironiques et moqueurs à l'encontre du président. Son Premier ministre tente de lui sauver la face. Il faut que tout le monde se rende compte que le président de la République dirige un grand pays. Et ce grand pays doit être respecté par tous. Et son chef de l'État, son président de la République également. Mais le Hollande bashing est une mode qui ne date pas d'hier. Lorsqu'il refuse un parapluie en pleine cérémonie pour commémorer les 70 ans de la Libération, le président suscite déjà la raillerie. Pourtant, il voulait juste être solidaire avec les anciens combattants qui étaient aussi sous la pluie. Au-delà du buzz, le Hollande bashing rapporte. Les confessions intimes de Valérie Trierweiler se sont vendues à plus de 500 000 exemplaires en France. Un carton littéraire en passe de devenir un best-seller mondial, notamment à Londres, où les critiques féroces de son ancienne compagne sont très appréciées. On a l'impression que quoi qu'il fasse, il se fera critiquer. Vous savez que les réseaux sociaux, ça véhicule aussi toute une série de propos violents parce que les gens sont anonymes. Je pense qu'il ne faut pas en faire grand cas. Le Hollande bashing, c'est aussi du business avec ce site web très politique, ouvertement anti-Hollande, qui vend des t-shirts, des bracelets et des banderoles, appelant Hollande à démissionner. 60 personnes ont été interpellées en marge des États généraux du Parti socialiste. Des interpellations ce samedi alors qu'une centaine de personnes manifestaient contre la précarité et le chômage. Des affrontements ont eu lieu avec le service de sécurité et la police. Des événements qui contrastent avec l'ambiance au PS aujourd'hui. On a parlé d'avenir et de renouveau en clôture des États généraux. Une charte, un nouveau texte d'orientation a été validé. Le but, remobiliser les troupes, faire le plein de militants pour 2017. Magali Chalet avec Adrien Gindre et Guillaume Bernard. J'ai l'impression quand même qu'on vit un peu en vase clos dans le monde des bisounours. Bon, on parle de notre identité un peu ex nihilo, on est européen, on est écologiste, etc. Donc moi je me suis abstenue. Le Congrès sera une étape de la clarification chez les socialistes. Moi je préfère la dimension d'orientation. Mais j'entends bien, il y a des socialistes qui veulent en découdre. Moi, je veux recoudre. C'est ce qui fera notre différence lors du Congrès. Et de deux. Deuxième record du monde en 2 jours pour Florent Manodou aux mondiaux petit bassin à Doha. Le Français champion du monde du 50 mètres d'eau en 22 secondes et 22 centièmes. Il n'en revient pas, mais bon, il y croyait tout de même. Et vraiment la surprise, vraiment je me disais que c'était moi qui avais le plus grande chance de gagner. Malgré que c'est ma première compétition nationale sur 50 dos, en petit bassin, j'ai quand même pas mal de vécu en étant jeune. Mais voilà, mes parties techniques solo ont été très importantes et ça a très bien marché ce soir. Ça fait 2 en 2 jours, on ne s'habitue pas et j'espère encore en faire d'autres. Si c'est pas demain, ce sera une prochaine fois. Et Florent Manodou qui multiplie les performances, qui veut continuer. Va-t-il bientôt devenir le nageur numéro 1 mondial? Et Yann Desnoux et Julien Richard. Une Marseillaise, une de plus pour celui qui est en train de marquer de son empreinte ces mondiaux petit bassin. 2 records du monde en 2 jours. Florent Manodou est en passe de devenir un géant de cette discipline.
Sous l'eau, c'est une fusée, on le voit par rapport à ses adversaires qui sont quand même finalistes au championnat du monde, c'est des adolescents à côté de lui. Voilà, il a une force de bison, il pousse sur le mur très très fort et derrière il arrive à enchaîner ses ondulations. C'est le patron de la natation mondiale sur le sprint. Il n'y a pas photo. Il est puissant, il est compétiteur, quand il nage il ne se trompe pas, c'est le champion quoi. Un champion également au mental d'acier, venu pour tout gagner. Forcément, moi je trouve ça extraordinaire parce que c'est comme ça, petit à petit, qu'on changera la mentalité des nageurs français et des sportifs français, quoi. Quand on travaille pour gagner une épreuve, qu'on l'annonce, il n'y a rien de prétentieux et d'arrogant dedans. C'est juste vraiment s'obliger à le faire et j'ai bien aimé sa posture. Après, elle n'est pas facile à porter. Une posture qu'il va devoir adopter une nouvelle fois demain pour la finale du 100 mètres nage libre. L'occasion pour lui de décrocher une 4e médaille d'or. Le Paris Saint-Germain est ce soir en tête du championnat de France de football. En attendant le match demain à Marseille-Metz, le PSG est quand même le dernier club européen encore invaincu cette saison. Regardez ce match 2-1 donc pour le PSG, un doublé d'Ibrahimovic. Dans les autres résultats, on va les regarder, les autres résultats de ce samedi. Saint-Etienne, avec sa victoire 1-0 face à Bastia, remonte à la 3e place provisoire du classement. À noter le carton de Montpellier 4-0 sur la pelouse de Rennes, 5 buts à Bordeaux, vainqueur de Lorient 3-2, comme à Caen où Nice s'est imposé sur le même score. Merci Lucie. Générique. Et c'est le débat du samedi soir. Raquel Garrido du Parti de gauche. Bonsoir. Bonsoir. Face à Marie-Laure Harel de l'UMP. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous montrer donc, ou vous remontrer cette image qui a été tournée au Kazakhstan à l'occasion de la visite de François Hollande. La voilà donc. Cette image, François Hollande contraint de revêtir la chapka et le manteau que lui a offert le président kazakh, le dictateur Nazarbayev. Il semble que l'Élysée soit furieux que cette photo soit sortie. Il faut dire qu'elle vient alimenter ce qui est devenu un sport national en France, le Hollande bashing. Est-ce que, selon vous, il y a matière à se moquer, Raquel? Écoutez, le fait de s'habiller comme le font d'autres peuples, d'autres cultures, pour un président, n'est pas en soi risible. C'est même l'inverse. On peut considérer que c'est un geste d'amitié entre les peuples, de respect pour nos hôtes, etc. Bon. Sauf que lui, ce qu'il fait, effectivement, on est obligé de constater que ça prête à sourire. Bon. Pourquoi? Parce que d'abord, on découvre qu'il était au Kazakhstan. Quand on fait des grands gestes d'amitié entre les peuples, on dit, nous les Français, on veut être amis avec le peuple. Là, ah bon, il était au Kazakhstan? Ah bon, mais il faisait quoi? Pourquoi? Avec qui? Donc on découvre au même moment le fait qu'il a une photo cachée, en fait, prise par... Vous regardez pas assez BFM TV, parce qu'avant la photo, nous on disait qu'il était au Kazakhstan. Oui, mais pardon, je vais pas faire d'offense à BFM, mais franchement, c'était pas quelque chose qui était... C'est possible. Sur lequel l'Élysée avait beaucoup communiqué. Et d'ailleurs, vous regarderez encore aujourd'hui sur le site de l'Élysée les sujets qui sont mis en avant, qui sont sur la table avec le Kazakhstan. Et bon, par exemple, vous n'y trouvez rien sur l'uranium. Le Kazakhstan est le pays dans lequel il y a la plus grande potentialité de production d'uranium au monde. C'est pour ça qu'il était là-bas. Alors j'ai la réponse à votre question. Mais sauf que c'est pas écrit dans les papiers d'Élysée, dans la conférence de presse commune. Donc de toute façon maintenant François Hollande, je veux dire. On parle souvent d'autres présidents, d'autres figures présidentielles qui ont été ceux qui ont forgé le caractère entre guillemets très comme ça fort de la Ve République. Le général de Gaulle aurait mis une chapka, tout le monde aurait dit ah vive l'amitié entre les Français et les Kazakhs. Tout le monde aurait dit ah c'est formidable. Bon, et sauf que non, François Hollande en fait il est quelque part, il l'accélère, mais il est dans cette chronique de la chute de la Ve République. Ça ne marche plus, cette figure présidentielle. C'est parti. Mais nous, c'est encore une énième anecdote qui le prouve. Non, pas de 6e République aujourd'hui. Le présidentialisme meurt. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Raquel. Au moins, la chapka a permis de savoir qu'il était au Kazakhstan, parce qu'on l'aurait sans doute pas su autrement. Moi, je vais vous dire franchement, il me touche. François Hollande, parce qu'il essaye de bien faire, il met beaucoup de bonne volonté, mais il passe systématiquement à côté. Dans l'absolu, il n'y a pas de raison de moquer. C'est presque une obligation, c'est une obligation diplomatique, si on ne veut pas vexer son hôte, de se prêter aux coutumes locales, etc. Chacun sait d'ailleurs, et vous venez de le dire,
que beaucoup de nos présidents se sont aussi affichés dans des tenues traditionnelles, parfois très folkloriques. Chirac en Polynésie, Mitterrand au Bénin, Sarkozy au Sénégal. Sauf que les autres, on ne s'était pas moqué d'eux. Donc je pense qu'il y a deux soucis. Le problème, c'est pas la chapka. Non, mais je vais vous dire, il y a deux problèmes. Déjà, il n'était pas aidé, parce qu'il faut quand même dire que là, le costume en question, il y a un côté Castafiore qui ne lui rend pas service dès le départ. Deuxièmement, et il faut vraiment le souligner, je crois que le service de communication de l'Élysée est absolument désastreux. Parce que le problème de cette photo, c'est qu'elle s'inscrit dans une longue série de situations risibles dans lesquelles on voit notre président, que ce soit quand il demande à Nicolas Sarkozy où se trouve l'avion présidentiel pour entrer des obsèques de Mandela, que ce soit Merkel qui lui tire la manche pour lui montrer le chemin, que ce soit ses discours sous des trompes d'eau. Donc je pense effectivement qu'il y a une spirale du rire, mais c'est l'Élysée, le service de communication de l'Élysée lui-même qui l'a créé et qui est absolument incapable de l'enrayer. Mais ça tient aussi au fait, je répète, qu'il y a un caractère un peu secret de ce voyage. D'ailleurs, au retour, il parle évidemment, c'est un dictateur, Nazarbayev, donc on se vante rarement d'aller chez les dictateurs. Mais c'est un partenaire stratégique quand même, le Kazakhstan. On a beaucoup de nos grandes entreprises qui sont là-bas, Carrefour, Danone, Areva, et c'est un de nos plus gros clients en termes d'armement, de luxe et d'agroalimentaire. J'ai remarqué que dans le voyage, il y avait Jean-Vincent Placé, par exemple. Donc je remarque aussi que les voyages présidentiels sont aussi là pour continuer la petite cuisine. Parce que M. Placé, qui est d'un parti qui est profondément anti-nucléaire, il se trouve qu'il va visiter le pays dans lequel il y a le grand pays d'uranium. Donc il faut nous expliquer aussi. Ça nous avait échappé, mais c'est pas inintéressant. Alors dans la foulée de cette visite au Kazakhstan, François Hollande s'est ensuite rendu en Russie pour une visite surprise à Vladimir Poutine, que tout le monde juge aujourd'hui comme un très beau coup diplomatique. On peut imaginer que les deux hommes ont évidemment parlé de cette histoire de bateau militaire, le Vladivostok, qui a été construit par les chantiers navals de Saint-Nazaire et que la diplomatie française refuse depuis 2 mois de livrer à la marine russe, qui l'a pourtant payé, et ce, en raison des événements en Ukraine. Voyez le ministre de la Défense, c'était sur BFM TV hier matin, Jean-Yves Le Drian. Vu la situation en Ukraine, étant donné que le protocole de Minsk n'était pas respecté, que le cessez-le-feu n'était pas respecté, que le processus politique n'était pas mis en œuvre, pour l'instant on ne livre pas. Non, point. Pour l'instant on ne livre pas, mais on va livrer. Si les conditions sont réunies. On pourrait ne jamais livrer ces bateaux. On pourrait ne jamais livrer. Alors ma question est simple, compte tenu des éléments que vous avez en main aujourd'hui, Marie-Laure Harel, est-ce qu'il faut livrer ce bateau ou pas ? Personnellement, j'ai tendance à être pour des considérations purement industrielles, parce que les clés diplomatiques, je ne les ai pas et personne ne les a. Et je crois que ça ne peut pas se résumer à quelque chose d'aussi simpliste que Poutine est méchant, quand il sera gentil, on va lui donner les bateaux. Bon, d'abord, c'est très courageux de la part de François Hollande d'être allé voir Vladimir Poutine. Encore faudrait-il que sa ligne politique au niveau des Mistral soit enfin claire, puisqu'au mois de juillet, il était contre. En septembre, c'était 1 mais pas 2. Et puis maintenant, visiblement, c'est plus rien du tout. Donc, il est évident que d'un point de vue diplomatique, l'annexion de la Crimée par la Russie et le désir d'annexer les régions pro-russes en Ukraine, tout ça, c'est inacceptable. En revanche, je ne sais pas si la confiscation de 2 bateaux va changer la face du conflit russo-ukrainien, puisque la Russie produit toute seule 97% de son armement et je pense qu'elle peut très bien se passer de nous. Là où la France doit agir, c'est en pesant dans les négociations diplomatiques, en exerçant des pressions. Et mais pas en retenant les bateaux. On n'a pas beaucoup entendu François Hollande jusqu'à présent. Quand le conflit était à son paroxysme, on n'a rien entendu du tout. Ensuite, et je vais te laisser la parole dessus parce que j'imagine, je suis quasi sûre qu'on doit penser pareil, d'un point de vue industriel, les chantiers navals de Saint-Nazaire, les chantiers de l'Atlantique, c'est un fleuron industriel. Ce sont 2000 personnes qui disposent d'un savoir-faire remarquable, de compétences stratégiques. Et nous devons les protéger. Ils ont eu des années très dures, sans contrat, avec beaucoup d'annulations de contrats. Grand plan social en 2009, moins 15% d'effectifs. Et je voudrais juste saluer pour le coup l'action de Nicolas Sarkozy, qui s'est beaucoup battu en leur faveur en permettant à l'État de monter au capital à hauteur d'1 tiers en 2008. Nous devons absolument les préserver. Un contrat tel que celui qu'on a avec la Russie, là, c'est 1000 emplois pendant 4 ans. Le tribut sera très lourd. Raquel Garrido. D'abord, je veux dire, Marie-Laure Harel, que la question industrielle est liée à la question diplomatique. C'est une et une seule et même question. Pourquoi ? Parce que nous, les Français... Moi, je distingue parfaitement les deux. Je vais argumenter.
La raison pour laquelle nous sommes une nation indépendante sur le plan géostratégique, sur le plan diplomatique, c'est parce que nous sommes en capacité de produire un certain nombre d'armements. Et la pérennisation et la vivacité de cette industrie de l'armement, elle est également consubstantielle avec la capacité d'exporter et de vendre un certain nombre de ces armements à d'autres nations qui ne veulent pas les acheter au grand bloc. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le choix d'acheter les armes aux États-Unis, aux Russes, aux Chinois. Et ceux qui se disent « Ah non, nous voulons un approvisionnement indépendant » se tournent vers la France. Donc c'est une seule et même question. Si vous ne livrez pas les Mistral, alors c'est la fiabilité même de l'industrie. Mais ça, je suis d'accord, surtout au moment où on négocie 126 Rafales. Donc c'est pas seulement les chantiers de Saint-Nazaire qui meurent, c'est toute l'industrie d'armement qui tombe, parce que vous ne pouvez pas, en matière d'armement, dire « Ah bah finalement la France, elle va livrer », sauf si Washington sonne voilà, le petit sifflet en disant « Ah ben non, finalement maintenant, vous livrez pas ». Je prends un autre exemple, la question du Rafale vis-à-vis de l'Inde. Si les États-Unis un jour disent « Ah ben non, vous pouvez plus livrer des Rafales à l'Inde parce qu'on est amis avec le Pakistan », alors du coup, les Indiens n'ont aucun intérêt à acheter le Rafale. Et vous pouvez prendre toutes les autres choses que nous produisons. Et c'est pareil, nous devons être extrêmement fiables en tant que nation indépendante sur le plan géostratégique. Voilà pourquoi il faut absolument livrer ce Mistral. Et alors, quant à la question de la résolution du conflit lui-même, ne pas oublier que cette position très dogmatique, très ultimatiste de la France, elle fait de l'escalade. Et moi, je suis heureuse que François Hollande parle de désescalade. C'est le bon mot. Ah, ce soir, c'est félicitations générales à François Hollande. Alors, pardon, mais je pense qu'il a la meilleure façon, la condition, en fait, en quelque sorte, la preuve de la désescalade, ce sera la livraison du Mistral. C'est là qu'on verra qu'il y aura de la désescalade. Pourquoi ? Parce que le problème dans le conflit ukrainien, c'est pas seulement la tension à l'intérieur de l'Ukraine, c'est aussi le fait que l'Europe a mis beaucoup d'huile sur le feu, et à commencer par les Allemands, la France, etc. Donc, il faut désescalader, oui, mais en commençant par livrer le Mistral. Personnellement, je ne trouve pas que la position de la France ait été très dogmatique. Elle a été plutôt inutile. On n'a pas très bien compris comment François Hollande se positionnait. Donc voilà, j'ignore d'ailleurs ce qui a pu se dire. C'est une polarisation vers l'Union européenne de l'Ukraine, ce qui est forcément belligène. Je vais exactement dans le même sens au niveau de la crédibilité commerciale de la France, c'est sûr. Les contrats d'armement, ça se déroule sur plusieurs années. Donc il se peut que certains pays ne veuillent désormais plus prendre le risque de négocier avec nous si on est capable de changer d'avis pendant l'exécution du contrat. Et j'ajouterai aussi une dernière chose, c'est que certains de nos alliés qui font pression sur nous pour ne pas livrer ces 2 BPC, eux-mêmes continuent à livrer à la Russie. C'est le cas par exemple de l'Angleterre. Il y a un rapport parlementaire qui est sorti au mois de juillet et qui lève le voile sur le fait que la Grande-Bretagne continue à livrer à la Russie des composants d'hélicoptères militaires, des équipements de lancement de missiles, des fusils de précision. Ça a quand même pesé pour 167 millions d'euros dans la balance commerciale de l'Angleterre l'année dernière. Donc on ne peut peut-être pas recevoir de leçons de tout le monde non plus. Oui, c'est sûr que le fait que la France ne soit plus en capacité d'être une nation indépendante sur le plan militaire et stratégique arrange aussi d'autres puissances. Voilà. C'est sûr. Et d'autres marchands d'armes. Et d'autres marchands d'armes, exactement. Donc si nous voulons faire vivre un monde multipolaire où il y a une possibilité de faire autrement que de s'aligner sur les grands blocs, alors c'est ça qui est une position traditionnelle de la France, c'est ça que nous devons faire. Or, là-dessus, il faut dire que Nicolas Sarkozy et François Hollande sont 100% d'accord pour être otanistes à mort. Le retour au commandement intégré de l'OTAN, l'alignement complet sur Washington, là pour le coup, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais comme il y aura bientôt la 6e République, il n'y aura plus jamais de soucis. Ok, merci à toutes les deux. On poursuit le débat si vous le souhaitez sur Twitter, où elles sont omniprésentes avant, pendant et après le débat. Sandra Larue, la météo. La météo avec LCL, banque privée. Retour de la pluie pour ce dimanche, une nouvelle perturbation qui va arriver par le nord-ouest et qui va nous apporter donc en tout début de matinée déjà un ciel bien chargé et donc les premières pluies sur les côtes de la Manche. À l'avant ce sera très gris mais on retrouvera quand même de très belles éclaircies de la façade atlantique en remontant sur les Ardennes. Alors localement quelques plaques de grisaille et puis dans l'est un temps là aussi bien gris, quelques flocons sur les reliefs. En revanche sur le pourtour méditerranéen ce sera un petit peu plus dégagé.
Mistral et Tramontane souffleront assez fort, jusqu'à 100 km/h, et l'instabilité va persister sur la Corse ainsi que sur la Côte d'Azur. Les températures, retour des gelées pour cette matinée de dimanche. Moins 2 degrés à Rouen, moins 1 à Lille. Il fera 1 degré à Paris et on attend jusqu'à 11 degrés à Nice. Des valeurs qui seront en baisse partout et inférieures au normal de saison. Et puis dans le courant de l'après-midi, eh bien la perturbation poussée par ces vents de secteur nord-ouest va gagner du terrain sur le nord-ouest, avec des pluies qui seront un petit peu plus marquées près des côtes de la Manche. Partout ailleurs, beaucoup de grisailles. Ce sera un petit peu plus lumineux du Midi-Pyrénées en montant sur la Lorraine et sur le pourtour méditerranéen. Un temps plus ensoleillé, mais l'instabilité persiste, même si elle sera moins marquée sur la Corse. Les températures, des valeurs stationnaires en légère hausse sur le sud-ouest, 12 degrés à Biarritz, il fera 7 à Paris. On attend jusqu'à 16 degrés en Corse. Et puis la semaine prochaine, on attend un temps instable, agité le plus souvent, mais un petit peu plus doux, notamment pour cette journée de lundi. Le soleil persistant en Méditerranée. Et puis mardi, une journée de répit. Il y aura quelques belles périodes ensoleillées, mais déjà une perturbation arrivera pour la journée de mercredi. La météo avec LCL, banque privée. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. That it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Coco Mademoiselle, Chanel. Nuit d'Issée, le nouveau parfum pour homme d'Issey Miyake. Ce n'est pas une route, c'est une invitation. Ce n'est pas de la conduite, c'est une expérience. Ce ne sont pas de mauvaises conditions, ça n'existe pas. D'accord, c'est de la glace. Et alors, ce n'est pas une montagne, c'est la prochaine étape. C'est bien plus qu'un système 4 roues motrices. C'est la toute dernière technologie quattro. Un peu de Roquefort, jeune homme? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais comment peut-on répondre pourquoi pas devant du Roquefort? Si l'homme n'avait pas découvert le feu, il aurait découvert le Roquefort. Et si la conquête spatiale s'était faite sur du fromage, c'eût été sur du Roquefort. Ok, Roger. Ok. Roquefort, le goût haut et fort. France Inter présente Travailler au camp. Lavilliers. Travailler au camp. Redécouvrez ses plus belles chansons en version acoustique. Acoustique, le nouvel album de Lavilliers. Je voulais vous voir au sujet du forfait mobile. Désolé, mais depuis lundi... un stand d'accord Viking ici. CIC Mobile, 8000 conseillers prêts à vous accueillir partout en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Comment rester insensible à ces courbes? Ce contact. À chaque fois que je les vois, elles me font tourner la tête. S'il pouvait, il les mettrait tout à ses pieds. Loading, that's all. PMU.fr présente Winter Free Roll. Au cœur de l'hiver, marchez sur les traces des plus grands en affrontant de mystérieux adversaires. Mais attention, le 20 décembre à 20h, pour accéder gratuitement au prize pool de 20 000 €, brisez la glace. Préparez-vous, la nuit la plus froide de l'hiver n'attend que vous. En ce moment, jusqu'à 170 € offerts. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique poker. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient, c'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux. Renault Clio, et votre cœur va plus fort. Renault Clio Estate, en ce moment à partir de 10 490 €. Quand Elliot remboursa un verre à Nina, il le fit en boîte de nuit, d'un simple SMS. Mais il aurait aussi pu le faire à vélo, rue Marcel Pinault, entre deux loopings, dans les airs
ou même sous terre. C'est aussi simple que ça, l'appli par Société Générale. Transfert par SMS et tous les services de votre banque accessibles en une seule application. En savoir plus sur idépourvous.fr. Société Générale. L'appli élue meilleure application bancaire tout en un au monde en 2014. Si la famille Boclet est ici, c'est parce que chez Allianz, nous savons qu'une maison, ce n'est pas qu'une maison. Ce sont des imprévus. Ce sont des distractions. Et c'est surtout le bonheur. Avec l'assurance habitation modulable d'Allianz, tout ce qui compte vraiment pour vous est assuré. Avec le devis express d'Allianz, obtenez votre devis d'assurance habitation en 5 questions. Allianz, avec vous de A à Z. Découvrez la collection horlogerie, le cadeau idéal pour vos fêtes avec Swarovski. Ma femme adore chercher. Moi, j'aime trouver. Menlook.com. C'est plus de 150 marques pour hommes livrées chez vous gratuitement. Menlook.com. Le mâle, parfum Jean-Paul Gaultier. Libérez-vous du ménage avec le nouveau robot aspirateur Aerobot Roomba série 800. Sa technologie de nettoyage révolutionnaire Aeroforce remplace les brosses de votre aspirateur pour vous offrir un système de nettoyage ultra performant. Vous n'avez plus qu'à laisser Roomba nettoyer. Une exclusivité Aerobot. En vente en magasin Darty et sur darty.com. Y'a foot, mais y'a foot. Et mec, je crois que j'ai trouvé la meilleure appli pour parier. Et ton chat, il m'éclate au ping-pong. Parion Web, sans doute la meilleure façon de parier. FDJ. Et en ce moment, Parion Web vous offre jusqu'à 100 € sur votre premier pari. Aujourd'hui chez Boulanger, pour tester le HP Envy X2, nous avons fait appel à un client vraiment très exigeant. Bruno, voici un 2 en 1, ultra performant et mobile. Et comment je fais si je m'éloigne de ma base? Longtemps. Avec sa batterie grande capacité, vous pouvez travailler pendant des heures. Et question confort. Son écran inclinable multi-angle vous garantit un maximum de confort dans n'importe quelle position. Il intègre en plus un processeur Intel Core M5Y10. Boulanger, vivons la vie technologie. Lifeemprunteur.com, expert en assurance de prêt immobilier. Lors de votre achat, dissociez l'assurance du crédit et réduisez le coût de votre projet. Jusqu'à 50% d'économie, une souscription simple et rapide. Simulation de votre assurance sur lifeemprunteur.com. Bonsoir à tous. 2 journées, 2 médailles, 2 records du monde. Et nous allons revenir donc sur les performances absolument exceptionnelles de Florent Manoudou dans les championnats du monde de natation en petit bassin à Doha au Qatar avec le journaliste sportif Antoine Greenbaum et le médecin du sport Jean-Pierre de Mondenard. Ensuite, comme prévu, les communes qui ont vu fondre les dotations de l'État cette année annoncent des augmentations importantes des impôts locaux. C'est le cas de Martine Aubry qui annonce 10% d'augmentation de la taxe foncière à Lille. Et j'ai invité le maire de Sevran en Seine-Saint-Denis, Stéphane Gatini. Lucie Nutin pour le journal Lucie, on n'arrête plus Florent Manoudou. Le Marseillais a décroché son 2e record du monde en 2 jours. C'est au mondiaux petit bassin à Doha, 22 secondes 22 centièmes sur le 50 mètres d'eau. Est-il en passe de devenir le nouveau numéro 1, le nageur numéro 1 mondial? On voit ça avec Yann Desnoux et Julien Richard. Une Marseillaise, une de plus pour celui qui est en train de marquer de son empreinte ces mondiaux petit bassin. 2 records du monde en 2 jours. Florent Manoudou est en passe de devenir un géant de cette